la une ce soir, le plan d'urgence local Sargasses. Le gouvernement envisage l'élaboration d'un plan Pulsar. Il impliquerait l'intervention du RSMA, un ramassage qui aura lieu prioritairement sur terre et non sur mer. Le détail dans ce journal. Comment inciter les étudiants des facultés de sciences à s'ouvrir à l'international? Les universitaires se sont penchés sur la question. Un colloque de doyens venus de tout le territoire se tenait à l'Université des Antilles. Yvan Lemar nous dira comment ils entendent inverser cette tendance. Et la Guadeloupe serait incapable de bien utiliser les fonds européens. Elle figure en avant-dernière position dans le classement des utilisations du FEDER 2017. La vice-présidente de la région, Marie-Luce Ponchard, sera avec nous pour en parler. Elle est notre invitée. Et ce matin, s'est ouvert le salon de la maternité au WTC de Jarry. Les femmes enceintes, les jeunes mamans et même les futurs papas sont invités à partager cet espace tout au long de ce week-end. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Avant de développer tous ces titres, cette information, 4 cas de gale ont été signalés à l'école primaire de Saturnin-Jazor à Gosier. Un signalement fait en début d'après-midi par le directeur de l'établissement. Hormis ces 4 enfants dont l'infection est avérée, 51 cas présentent des symptômes similaires et sont actuellement sur surveillance. Les services de la mairie ont ainsi fermé l'établissement pour procéder à une désinfection des lieux. Comment ces enfants ont-ils été contaminés? Impossible pour l'heure de le savoir. La ville attend les conclusions du rapport de l'Éducation nationale mené avec l'ARS. Et puis allons-nous vers une meilleure considération des services de l'État du dossier des Sargasses? Ce matin, le préfet a annoncé les mesures gouvernementales d'urgence contre les Sargasses. Il s'agit de l'élaboration d'un plan Pulsar, un plan local Sargasses. En quoi consiste-t-il? La réponse tout de suite avec Karen Diama et Patrick Curie. Devant l'urgence de la problématique Sargasses, 15 mesures gouvernementales ont été mises en place et concernent l'aspect économique, l'aspect sanitaire et l'aspect humain. Si vous voulez éviter toute nuisance et si vous voulez éviter tout impact potentiel sur la santé humaine, eh bien, il faut ramasser les sargasses très vite. Et c'est là la difficulté, puisque afflux massif de sargasses, difficulté à ramasser rapidement. Et c'est pour ça que des moyens sont déployés. Donc effectivement, des moyens financiers pour permettre aux collectivités d'acheter du matériel, mais aussi éventuellement pour faire appel à des entreprises privées en complément des moyens qu'elles déploient. Des moyens humains. Et nous inscrivons dans un plan national, puisque le gouvernement a nommé un préfet responsable de l'élaboration d'un plan d'urgence Sargasses. Dans l'immédiat, 1 million d'euros a été débloqué pour mener des actions rapides et efficaces. Il y a déjà 1 million qui a été débloqué au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Le préfet l'a annoncé il y a maintenant une quinzaine de jours. Et cette dotation, bien entendu, elle est disponible. Et aujourd'hui, nous avons des demandes qui ont été déposées, des collectivités qui ont déjà bénéficié de cette dotation. Et cette dotation de 1 million est consommée aujourd'hui à peu près à hauteur de la moitié. Dans son champ d'action, l'Agence régionale de santé a préconisé le ramassage rapide et une surveillance accrue des algues sargasses. Actuellement, nous faisons des mesures hebdomadaires, voire quotidiennes. Nous faisons des mesures aussi selon les signalements dans des écoles ou chez des particuliers. Et nous faisons à peu près une 50aine de sites différents. Nous avons aussi des mesures permanentes à Capesterre de Marie-Galante en partenariat avec Guader. Et nous avons demandé à l'État et aux collectivités d'acquérir 24 capteurs permanents pour compléter ce dispositif. Et donc nous sommes en surveillance vraiment permanente. Pour appuyer toutes ces missions de ramassage, un détachement de la sécurité civile est arrivé en Guadeloupe. Il sera assisté dans ses missions par le régiment du service adapté, ainsi que des personnes sous main de justice. L'évacuation efficace, rapide, vers des zones qui sont préidentifiées, et tout en maintenant la sécurité des intervenants sur site. Donc c'est un petit peu ce vers quoi nous on va tendre, c'est-à-dire s'assurer que les intervenants qui sont sur place le font en toute sécurité. Avec ce plan d'urgence, l'État espère une nette amélioration avant le début des vacances d'été. Et les sargasses n'occasionnent pas que des dégâts sur le rivage, mais également au large. Un véritable casse-tête pour les pêcheurs. Exemple à Goyave avec Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Même si elles ne sont pas particulièrement visibles sur le littoral du port de pêche de Goyave, les sargasses ne sont pas moins présentes dans le quotidien de ces pêcheurs. Moi obligé de faire la veille. Bon, je dois signer en l'eau. On ne peut pas sortir parce que si on sortit avec là, il rentre en moteur automatiquement, il va rentrer, il va boucher toutes ces clapets dans la moteur là, parce que c'est là sur l'eau là qui a passé, il va bloquer. Alors ça, il arrive que nous sommes obligés de nous plus mécanique. Quand nous descendre en profondeur, ça va rentrer en dedans scène là. C'est courant là qui a mené. Et qui a continué à faire route. Puis ça, c'est un fléau que ça mondial. Il a isé tout ce qui est
On dit même dans ces cases-là, même dans ces moteurs, tout au niveau de l'électronique, il a coupé tout ça. Pour les pêcheurs au gros, c'est au large que les bancs de sargasses sont le plus pénalisants pour leurs activités. On est obligé de surveiller des jours qu'il n'y a pas beaucoup de sargasses, déposer le filet, à chaque fois sortir en mer, vérifier. S'il n'y a pas beaucoup de sargasses, déposer un filet vite fait, mais c'est le jour lendemain, c'est un petit moment, après ça redescend quoi. Ça redescend, il y a toujours des sargasses. En ce moment, tout n'arrive pas sur notre côte, parce que le courant porte aux 200, 220 et c'est surtout la désirade des Saint-François qui est atteint quoi. À partir de 40 000 de goyaves, il y a une masse, il y a un courant qui porte la sargasse. Malgré un sentiment d'abandon des autorités, face à leurs difficultés récurrentes depuis le retour des sargasses, en véritable loup des mers, les pêcheurs résistent en attendant des jours meilleurs. Et au chapitre développement économique, la Guadeloupe sera incapable de bien utiliser les fonds européens. C'est en tout cas ce que laisse penser le dernier classement 2017 des utilisations du FEDER. Notre archipel arrive en avant-dernière position avec 35% des fonds utilisés, loin derrière la Réunion qui comptabilise 44%. La région a ainsi lancé son cyberbus pour sensibiliser les porteurs de projets. Reportage Yvan Lemar. Cette action s'inscrit dans le cadre du Joli Mois de l'Europe consacré au FEDER cette année. Alors le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional. Donc c'est un fonds structurel de la Commission européenne qui est dédié à améliorer la compétitivité sur les territoires, que ce soit la compétitivité des entreprises, mais aussi des structures publiques qui visent à développer des infrastructures sur leur propre territoire. Avec cette action, les porteurs de projets rencontrent des experts pour les accompagner dans leur démarche de financement. Nous avons constaté que les porteurs de projets étaient loin de cette question de l'Europe et encore plus des outils qui étaient disponibles en Guadeloupe pour le développement de leurs projets d'activité, de leurs projets. Et donc, nous avons souhaité venir au-devant des porteurs de projets et des chefs d'entreprise pour leur donner des conseils techniques sur le montage de leurs dossiers et surtout les informer de toutes les potentialités de ces fonds européens sur notre territoire. Où trouver les financements, à qui s'adresser, comment les mobiliser, autant de questions que se posait Doriane qui monte un projet depuis 2011. Trouver le financement qui n'est pas évident parce que quand on arrive, on a un projet qui est nouveau, on n'est pas connu, des banques, arriver à se faire financer par une banque, c'est vraiment pas facile. Comme je vous dis, c'est quelque chose c'est un projet que je mûris depuis 2011. Donc des banques, j'en ai fait énormément et voilà. Donc c'est très important de savoir qu'il y a des aides publiques, entre guillemets, qui puissent nous accompagner là-dessus. Durant ce Joli Mois de l'Europe, près de 80 actions sont prévues sur toute la Guadeloupe. À ce jour, 300 projets guadeloupéens ont été accompagnés par le FEDER, l'objectif étant de doubler ce chiffre d'ici la fin du programme prévu en 2020. Et pour aller plus loin sur ce sujet, la vice-présidente de la région Guadeloupe, Marie-Luce Ponchard, nous a rejoint sur ce plateau. Marie-Luce Ponchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a un petit rectificatif, il ne s'agit pas de 35% des fonds qui ont déjà été consommés, mais 38%. N'empêche que le chiffre reste bas. Comment explique-t-on que l'équipe précédente arrivait à consommer, en 2015 par exemple, Victorin Lurel avait réussi à consommer l'intégralité de ses fonds et pas l'équipe régionale d'Aréchalus? Écoutez, nous sommes à mi-parcours du programme. Ce que je veux dire, c'est que ce taux de 38% est proche de la moyenne nationale qui est de 40%. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire de l'autoflagellation. Nous sommes de bons élèves concernant la consommation des crédits européens. Nous avons juste un problème de certification. C'est simplement parce que au niveau de la mise en place de l'autorité de gestion, quand nous sommes arrivés en responsabilité, rien n'avait été anticipé et prévu. Maintenant, les équipes sont au travail. Nous avons des experts régionaux, une équipe formidable qui aujourd'hui travaille et accompagne les porteurs de projets. Et le mois de mai est essentiellement destiné à tous les Guadeloupéens qui souhaitent d'abord connaître ces dispositifs et surtout pour leur expliquer que l'Europe est proche du citoyen, que l'Europe intervient sur beaucoup de projets, qu'on voit des projets innovants. Ce ne sont pas simplement les grandes infrastructures comme le port et l'aéroport, ça peut être aussi des projets portés par des entreprises. Récemment, nous venons de financer une micro-crèche au Lamentin, ce qui montre qu'effectivement l'Europe a cette volonté d'être en proximité pour répondre aux besoins du citoyen. Souvent, ces fonds font presque rire les acteurs de l'économie en Guadeloupe. Ce sont les mêmes qui ont leur part du gâteau et non pas les petits. Est-ce que selon vous, ce n'est pas aussi dû à un problème lié à la gestion des PME en Guadeloupe ?
Vous savez, il faut être en règle avec ses charges sociales pour bénéficier des fonds européens, ce qui n'est pas le cas de nombreuses entreprises. Mais bien sûr, ce n'est pas le problème des fonds européens, c'est d'une manière générale le problème de l'utilisation des fonds publics, que ce soit des fonds d'État au niveau national que des fonds européens. Donc il faut arrêter de dire que les petits porteurs ne peuvent pas bénéficier des fonds européens. Sauf qu'ils n'en bénéficient pas. Donc que fait-on pour les aider? Parce qu'il faut effectivement qu'ils puissent se mettre à jour de leur dette fiscale. Ça, c'est la question de l'État-nation par rapport à des charges sociales qui sont peut-être trop élevées. Mais ne faisons pas porter à l'Europe des responsabilités qui ne sont pas les siennes. C'est un sujet franco-français. Le coût du travail, le coût de les charges sociales qui pèsent sur nos entreprises. De la région Guadeloupe qui a peut-être un devoir d'information auprès de ces PME. Nous faisons ce devoir, nous avons ce devoir d'information, mais nous ne pouvons pas nous substituer à une fiscalité qui est décidée au plan national. Donc je crois qu'il ne faut pas vouloir tout mélanger. L'Europe apporte beaucoup à la Guadeloupe. Aujourd'hui, sans l'Europe, il n'y aurait pas de développement. On a le sentiment que lorsque les choses sont bien faites, on ne le dit pas. En revanche, lorsqu'effectivement il y a des difficultés, on met en avant ce qui ne fonctionne pas. Moi, je me réjouis de voir que, par exemple, toutes les écoles de la Guadeloupe sont mises aux normes parasismiques grâce au fonds FEDER, parce que sans le FEDER, je crois qu'il n'y a aucune commune qui pourrait se mettre aux normes parasismiques et garantir la sécurité de nos enfants. Idem sur le programme d'éclairage public, dans cet effort de transition énergétique pour faire des économies et de fait soulager le budget des collectivités. J'entends des maires effectivement présenter des opérations, indiquer qu'il existe des fonds d'État, mais ne jamais parler de l'Europe. Il faut parler de l'Europe. Et il ne faut pas donner le sentiment aux citoyens que l'Europe est quelque chose qui empêche d'avancer. C'est une caricature et il ne faut pas s'étonner après que les Guadeloupéens, s'ils ne sont pas informés, ne s'intéressent pas à l'Europe. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, Marie-Louise Ponchard, aussi informer les Guadeloupéens sur les conditions précises et rigoureuses pour obtenir ces fonds? N'y a-t-il pas un problème d'ingénierie chez nous? Il n'y a pas de problème d'ingénierie. Il ne faut pas rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, les petits porteurs de projets qui sont bien accompagnés, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez tous les experts comptables qui connaissent parfaitement les mécanismes des fonds européens, comme ils ont su à un moment donné s'adapter aux mécanismes de la défiscalisation et qu'ils ont conseillé leurs clients, ils le font dans le secteur des fonds européens, puisqu'on voit venir des demandes de porteurs de projets qui sont des petites PME. Simplement, pour cela, l'Europe ne peut pas se substituer aux difficultés de certaines PME qui ne sont pas à jour de leur dette sociale. Ça, c'est un autre sujet et il faut pouvoir le régler avec des organismes comme la BPI. Elles ont besoin de cette expertise, ces entreprises. Qui va donc leur apporter cette expertise? Elles n'ont pas les moyens, elles sont trop petites. L'expertise, il peut y avoir une forme de mutualisation. Les pépinières d'entreprise sont là pour ça. À nous, effectivement, d'être inventifs, innovants, mais aussi aux porteurs de projets de se donner les moyens d'avoir à leur côté des experts, des conseillers, des auditeurs qui pourront les amener à mobiliser ces fonds qui sont disponibles. Quand certains se donnent les moyens, ils y parviennent. Mais je crois qu'on ne peut pas se déclarer chef d'entreprise sans passer par un certain nombre d'étapes préalables. Il faut aussi avoir le courage de le dire aux Guadeloupéens. Il y a des choses... Concrètement, formez-vous, c'est un peu ça? Il y a aussi la question de la formation. C'est pour ça que dans le cadre du FSE, vous avez des moyens considérables, 250 millions qui sont mis à la disposition de la formation pour permettre effectivement de monter en compétences et d'aller vers ces domaines de l'innovation et surtout cette possibilité qu'offre l'Europe aujourd'hui. En tout cas, c'est le message que nous passons et la Commission est très sensible au fait qu'aujourd'hui, l'Europe est en proximité parce que rien ne se fait. Lorsque vous regardez de près les plans de financement des différentes opérations, que ce soit dans le secteur du privé, ici à Jarry, vous avez beaucoup d'entreprises qui mettent leur surface commerciale aux normes sur le plan énergétique. Elles bénéficient des fonds européens. Mais on ne le dit pas, on ne le présente pas, on essaie de faire croire qu'on fait tout seul. Non, je pense que nous avons tous, les élus, une responsabilité de dire les choses, d'être clairs sur la nature des financements. Et je peux vous garantir, sans le milliard qui est attribué à la Guadeloupe, je ne vois pas comment la Guadeloupe, avec le désengagement de l'État au niveau des dotations, dont on sait que depuis quelques années ça diminue fortement, comment on pourrait assurer le développement de la Guadeloupe. Marie-Louise Ponchard, il ne s'agit pas d'accuser l'Europe qui apporte, qui permet d'avoir des fonds européens, mais plutôt de parler de ce qui empêche aux entreprises de bénéficier de ces aides. Il vous reste 2 ans pour consommer ces fonds, c'est court pour monter des projets viables.
comment la région envisage en tout cas de véhiculer l'information pour qu'elle soit connue de tous et pour présenter des projets viables qui obtiendront justement ces fonds sans que cet argent reparte. Je viens de vous dire que nous sommes au même niveau que les autres régions françaises. Donc si les autres réussissent, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas réussir avec un taux qui frôle les 40%. Ça, c'est la première chose. D'autre part, vous avez des opérations qui seront portées par la région Guadeloupe, qui seront fortement consommatrices de crédits européens. Notamment, vous l'avez vu dans la plaquette, le lycée de Bainbridge va bénéficier des fonds européens et nous sommes maîtres d'ouvrage. Donc à ce titre, nous allons consommer ces fonds. Moi, je n'ai aucune inquiétude parce que depuis que nous sommes autorités de gestion, il y a une nouvelle organisation qui a été mise en place avec, au sein de la collectivité régionale, des agents qui sont mobilisés sur la question de la, je dirais, de la consommation des crédits, ce d'autant que vous savez qu'il y a une tendance à vouloir diminuer les crédits destinés à la politique de cohésion sociale, c'est-à-dire les différents fonds structurels dont bénéficient les régions ultrapériphériques. Nous devons montrer, si nous ne voulons pas être pénalisés dans ce débat qui va avoir lieu au niveau européen, notre capacité à consommer bien et que, du coup, il y ait des conséquences positives pour l'économie de la Guadeloupe. Est-ce qu'une attention particulière sera accordée aux PME qui n'ont pas toujours la possibilité d'avancer de l'argent puisqu'il s'agit de remboursement? Il y a d'autres organismes. La région n'est pas là pour se substituer aux autres organismes institutionnels. Vous avez des chambres consulaires qui sont là pour accompagner les entreprises. Vous avez aussi des organismes d'État tels que l'AFD, la BPI qui sont là aussi pour accompagner, qui jouent le rôle. La région a un devoir de coordination, de porter l'information s'agissant des fonds, mais elle ne peut pas garantir, même si elle est en partenariat avec ces institutions, le fait que chacun doit aussi se mobiliser dès lors qu'il est convaincu que son projet peut aboutir. Merci Marie-Luce Panchard d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. La mobilisation d'hier, vous l'avez certainement suivie. Est-ce que vous en avez retenu une leçon? En quelques mots, on a très peu de temps. Je dirais qu'il y a une mobilisation, mais elle est vraisemblablement en deçà de ce que les syndicats pouvaient penser, ce qui prouve que les Guadeloupéens ont conscience que la situation économique est particulièrement précaire et qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de mettre à mal l'emploi aujourd'hui qui est l'un des fléaux pour la Guadeloupe. Merci. En tout cas, c'est la question que nous avons posée aux Guadeloupéens. Quelles leçons tirez-vous de cette mobilisation qui a quand même drainé milliers de personnes? Ce n'est quand même pas rien. On écoute les réponses recueillies par Karen Diama et par Patrick Curie. Si les gens se sont mobilisés, parce qu'il y a eu du monde. Il y a eu du monde, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a des gens qui se sont intéressés, surtout au niveau de la santé, les gens se sont intéressés. Je trouve que c'est déjà pas mal quand même. Mais après, je dis si tous les Guadeloupéens se bougeaient un petit peu, au moins déjà pour la santé, ce serait déjà quelque chose de bien. C'est comme si les gens, je ne sais pas si ça les occupe trop, ou ils sont tellement habitués avec ça. Alors, beaucoup de gens restent chez eux parce qu'on fait la grève et en même temps rien ne marche pas. J'étais chez moi, j'ai eu des infos sur mon WhatsApp, comme quoi tout était bloqué, donc j'ai pas bougé de chez moi. Je pense que c'est nécessaire quelque part, il y a un malaise national. Je crois qu'on a fait une grève qui a duré 45 jours en 2009, qui a servi à quoi? On voit qu'aujourd'hui, rien n'a changé, donc il faut que ça bouge. On est pris en otage quelque part. Oh, vous savez, moi, c'est quelque chose que je m'occupe pas trop. Mais en fait, c'est bien quand même pour, comment dirais-je, qu'on peut se libérer de tout ce qui se passe, quoi. Parce que quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, il faut faire quelque chose. Heureusement, vous êtes là, les jeunes, là, pour hausser l'éclat, quoi. Ben, je pense que oui, selon les infos que j'ai eues, je pense que oui. Avec tout ce qui se passe en Guadeloupe, il y a une vague. Bon, je pense que nous devrions tous nous mobiliser. Une fois de plus, la Guadeloupe, et en tout cas la zone industrielle de Jarry, a été bloquée. Et c'est vraiment très pénalisant pour une galerie commerciale comme les Galeries de Guadeloupe, qui est constituée de petits commerçants et de petites entreprises. Et il n'y avait plus personne. Donc la galerie était quasiment déserte hier. Donc oui, le droit de grève est un droit fondamental, mais on a le droit de circuler aussi dans ce pays Guadeloupe. La mobilisation d'hier, quand même, ça a été une bonne chose, parce qu'il y a eu du monde quand même, c'est vrai. Et au moins, il faut donner son point de vue pour tout ce qui s'est passé. Et aussi, comme dit les syndicalistes, ne pas laisser non plus les gens faire n'importe quoi. Et plus rien ne va au CHU de Cayenne en Guyane. 17 médecins urgentistes ont simultanément présenté leur démission. Une protestation pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Reportage de Pierre Tréfou, d'ATV Guyane.
La situation est préoccupante pour le service des urgences SAMU du centre hospitalier de Cayenne. Les départs non remplacés du personnel et les besoins d'infrastructures ont poussé les praticiens contractuels du service à présenter une démission collective. Nous avons décidé d'essayer de mettre un coup d'arrêt au départ des médecins parce que ce qui est évident, c'est que cet été, nous ne sommes pas en nombre pour assurer la prise en charge des patients en Guyane, au SAMU et aux urgences de l'hôpital de Cayenne. Il est donc nécessaire d'avoir plus de médecins. Nous avons l'impression que nous n'avons pas de recrutement en vue. Et donc, plutôt que de voir les gens partir les uns après les autres, nous avons décidé de démissionner collectivement ou de se mettre en disponibilité, c'est-à-dire de dire que dans 2 mois, nous ne travaillons plus dans l'hôpital de Cayenne. Cette action a entraîné la mobilisation de nombreux élus de Guyane. Les 17 signataires de cette démission collective ont pris cette décision face à l'absence de réponse concrète aux multiples alertes lancées concernant le temps et les conditions de travail des médecins du service. L'année dernière, il y a eu un certain nombre de départs. Il y a eu des courriers, il y a eu des rencontres à l'ARS. Il y a même eu un audit qui a été fait en début d'année. Et donc là, aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression d'avoir des réponses concrètes, des réponses que nous voyons arriver. Et donc, nous nous sommes dit, on n'est pas entendu. Nous avons déjà fait de nombreux courriers, envoyé des mails, eu des réunions. On arrive au point de rupture. En sachant que tous les gens qui ont signé ces courriers sont des gens qui sont attachés aux urgences et au SAMU de la Guyane et qui veulent au contraire que ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est donner une vraie visibilité au départ perlé et faire en sorte que ça s'arrête, qu'on arrête l'hémorragie des médecins, qu'on prenne à bras-le-corps le problème pour restaurer une vraie confiance entre la population et ses urgences. Une réunion de crise des différents directeurs des services a eu lieu aujourd'hui afin de trouver une solution et assurer les services des urgences du centre hospitalier de Cayenne. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les facultés de sciences qui veulent inciter les jeunes étudiants à tenter l'immersion à l'étranger. Et puis nous irons au WTC à Jarry où s'est ouvert aujourd'hui le salon de la maternité. Et malgré tous les discours vantant l'ouverture internationale des universités et des unités de formation et de recherche, les statistiques de mobilité Erasmus sont formelles. Très peu d'étudiants tentent l'immersion à l'étranger. Une tendance que souhaitent inverser les facultés de sciences. De nombreux doyens venus de toute la France ont organisé cette semaine en Guadeloupe un colloque pour y remédier. Yvan Lemar a pris des notes. Durant 2 jours, une trentaine de directeurs de facultés de sciences et leurs invités ont travaillé autour de questions diverses pour améliorer les échanges et la mobilité des étudiants à l'international. Alors on a porté notre attention sur les différentes raisons du faible départ des étudiants à l'international. On en a identifié plusieurs. L'une d'elles est évidemment financière, parce que pour partir à l'international, il faut beaucoup de ressources, de bourses étudiantes. L'autre est culturelle, sociale, c'est-à-dire que certains étudiants, même s'ils ont de l'argent, ne souhaitent pas forcément s'éloigner de leur milieu familial ou amical. Il peut y avoir aussi une raison de type organisation de l'université, où les facultés n'ont pas parfois assez de pouvoir et de ressources en interne par rapport à l'université pour partir, pour envoyer beaucoup d'étudiants à l'étranger. Sous forme de sessions plénières ou d'ateliers, les participants ont échangé sur différents sujets et certaines pistes ont été évoquées. On a identifié pour développer l'internationalisation, il y a notamment le fait de s'appuyer sur les territoires ultramarins, mais aussi l'ensemble de la francophonie, d'ailleurs, qui sont des espaces, on va dire, naturels que la France dont la France dispose aujourd'hui, que nous avons à disposition et qui peuvent nous permettre de développer l'internationalisation. Je pense que c'est un enjeu pour tous les UFR, pas seulement bien sûr les Antilles, pour toutes les universités, mais les Antilles ont leurs problématiques propres aussi régionales que nous avons évoquées. Et je pense que surtout pour nous, ce qui est intéressant, c'est en quoi les Antilles peuvent être un point fort d'accès à des régions, d'autres régions du monde, que nous avons en partenaire naturel, bien sûr. Au-delà de l'internationalisation, ce colloque était aussi l'occasion de développer l'attractivité des facultés de sciences. Ce colloque permet aux différents collègues des facultés d'ailleurs
de faire part un peu de leur expérience, des bidiplômes, des diplômes délocalisés, des diplômes multiples. Donc c'est autant de pistes pour nous, pour nos formations, pour l'Université des Antilles, parce que je pense que c'est en proposant des choses variées qu'on pourrait attirer davantage d'étudiants. Une synthèse de ce colloque sera rédigée puis diffusée à l'ensemble des facultés de sciences de France d'ici un mois. Et puis ce matin, s'est ouvert le salon de la maternité au WTC de Jarry à Bemao. Les femmes enceintes, les jeunes mamans et même les futurs papas sont invités à partager cet espace tout au long de ce week-end. Reportage Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. La maternité a son salon et pour cette deuxième édition, c'est le WTC qui accueille une quarantaine d'exposants autour de l'univers de la petite enfance. Il y a un pôle santé, il y a un pôle autour de la maternité, il faut en parler. Il y a des mamans qui souhaitent beaucoup plus d'orientation aujourd'hui et ce salon va pouvoir orienter, conseiller et comme on dit, rendre heureux la famille parce qu'il y a une vraie demande. On attend les futures mamans, les mamans en situation de grossesse, on attend la famille, les mamans qui ont déjà eu des enfants. C'est important pour que la maman se retrouve l'univers, même après la grossesse, avant la grossesse, pendant la grossesse, on retrouve l'univers de la femme enceinte, on retrouve l'univers pour se faire chouchouter. Pour nous, c'est très important, surtout qu'on a été les premiers partenaires depuis la première édition. Donc moi, le projet m'a convaincu tout de suite parce que je trouve qu'ici, en fait, on ne parle pas assez en Guadeloupe des mamans, des futures mamans et aussi des parents en difficulté parce que le salon aussi, c'est ça. On est là aussi pour accueillir les parents qui sont en difficulté parce qu'il y a beaucoup de parents en difficulté, les jeunes parents, voilà, des parents aussi qui se retrouvent un peu seuls et on est là pour les aider, les accompagner. Il faut savoir que sur notre stand, on a des offres spéciales pour le salon. Voilà, donc les gens qui vont venir, on va pouvoir les aider à ce niveau-là aussi. Pour ces visiteurs, un lieu unique et une pléiade de bons conseils et d'accessoires pour le bien-être de leur progéniture, c'est une aubaine. C'est la première fois, tout à fait. Je suis venue sur l'invitation d'une amie pour voir ce qu'il y a au niveau des expositions et tout. Je pense que c'est un avantage pour les mamans et les futures mamans. Des bonnes affaires, les yettes, les bons prix au niveau de l'ameublement, de la chambre de bébé. Et ce salon, c'est une très bonne chose pour les futures mamans et les mamans. Voilà. Si c'était à plusieurs endroits différents, après ça n'arrangerait pas tout le monde. Donc je réunis le tout en un seul point, c'est positif. Lorsque le nôtre, comme on dit, viendra, donc c'est pour être vraiment très informé afin de tout connaître pour ne pas manquer d'informations et surtout pour assurer de mon rôle de père, de mon futur rôle de père. Le salon de la maternité a ainsi ouvert ses portes ce matin et accueille les femmes enceintes, futures mamans et papas jusqu'à ce dimanche 4 mai, 19h. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Goyave, à Dutot, aux Abîmes et à Gosier. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à partir de 18h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à Marie-Galante à la salle de la CCMG. Et puis lundi, le rendez-vous sera fixé à Jarry, à Bemao, face à la Palette, à partir de 8h du matin. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 4 mai. Nous l'avons vu ce soir. Le gouvernement qui envisage l'élaboration d'un plan Pulsar, le plan d'urgence local Sargasses. Il impliquerait l'intervention du RSMA, la nomination d'un nouveau préfet en charge du dossier Sargasses, un ramassage qui aura lieu prioritairement sur terre et non sur mer, comme voulu par Dominique Théophile. Et comment inciter les étudiants des facultés de sciences à s'ouvrir à l'international? Les universitaires se sont penchés sur la question. Un colloque de doyens venus de toute la France s'était tenu à l'Université des Antilles. Et la Guadeloupe figure en avant-dernière position dans le classement des utilisations du FEDER, avec un taux de 38%. La vice-présidente de la région, Marie-Luce Panchard, était avec nous pour en parler. L'occasion de parler justement de ce cyberbus qui a été lancé. Puis ce matin, s'est ouvert le salon de la maternité au WTC de Jarry. Les femmes enceintes et les jeunes mamans sont invitées à partager cet espace tout au long de ce week-end, jusqu'à dimanche soir, mesdames. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. Un très bon week-end. Reposez-vous bien, moi aussi. On se retrouve lundi.